Bonsoir à tous les auditeurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici avec vous et nous espérons que ce soir encore nous allons passer un bon moment en analysant évidemment la situation sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire. La situation sociopolitique que nous connaissons tous déjà. Et chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ce pays et il y a beaucoup de génie qui se passe dans le pays. Évidemment, le gouvernement descend le ton, le gouvernement fait euh, semblant de ne pas voir que c'est assez grave. Le gouvernement essaie avec l'intimidation, les menaces, les arrestations, comme d'habitude, et les droits des individus sont violés. Récemment, on a assisté à la sortie des enseignants, donc à cette manifestation des enseignants pour protester, hein, pour réclamer les primes qui leur avaient été promises, des primes qu'ils n'ont toujours pas reçues. Et malheureusement, comme c'est toujours le cas en Côte d'Ivoire, eh bien, ils sont divisés dans cette lutte. Nous nous rappelons que, si nous ne nous trompons pas, c'était en octobre dernier, l'année dernière en tout cas, ils avaient fait une grève de façon très commune. Tout le monde y avait participé. Et malheureusement, pour cette grève-ci, on a entendu beaucoup de choses. On nous informe que les négociations étant en cours, donc il y a une partie qui a décidé de ne pas participer à la grève. Les filles aussi qui ne font pas partie de cette grève d'aujourd'hui. Et donc les enseignants qui grèvent sont un peu esselés parce que justement, cela, comme vous le savez, diminue un peu la force de frappe des manifestants. Quand vous faites une grève et que tous vos amis y participent, eh bien, ça vous donne un rapport de force très fort qui oblige le gouvernement à prêter attention à vos problèmes. Mais quand vous vous retrouvez seul, on a l'impression que vous êtes un peu le fauteur de troubles, vous êtes la soupe sur le cheveu, vous ne méritez pas de faire cette grève, vous n'avez pas le droit de faire la grève dans la Côte d'Ivoire et tout de suite vous êtes étiqueté et euh, on vous met à l'écart et croyez-moi, ce n'est pas une circonstance agréable parce que mais ça pousse, euh, ça solidifie la position de l'État contre les manifestants. On a d'ailleurs assisté au témoignage de cette petite fille qui pleurait parce que son père a été enlevé de sa maison devant ses enfants et il est parti pour une destination plus ou moins inconnue. Voilà, les enfants ne savent pas où se trouve leur père et c'est la désolation. On ne sait même pas si le père va revenir. On sait qu'il a été arrêté par le gouvernement parce qu'ils sont en train de réclamer ce qu'ils pensent être le droit. Deuxième chose, le PDCI-RDA a tenu à faire sa convention avec l'absence de leur président. Écoutez, les langues ont commencé à jaser, les gens ont commencé à bavarder partout pour dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être absents, mais on sait tous que M. Henri Konan Bédié n'était pas présent à un des bureaux politiques, je ne me rappelle plus quelle année, mais en tout cas, il y a eu des temps où il n'était pas présent et ça n'a fait de mal à personne. Voilà, donc quand les gens sortent pour venir se mêler de ce qui ne les regarde pas, on est tenté de dire occupez-vous de vos oignons qui pourrissent dans vos baskets, hein, parce que chaque parti politique est indépendant. Et quand on est dans une république où il n'y a pas de liberté d'expression, cette indépendance du parti politique est remise en cause. On voit aujourd'hui l'ingérence du pouvoir en place dans la vie du PDCI où on permet qu'une simple membre du bureau politique vienne convoquer le président de son parti à la justice. Mais une affaire qui n'a rien à voir en fait avec la justice ivoirienne, mais qu'on amène devant la justice parce que peut-être on a des amis, on a des connaissances qui pourront tabler en notre faveur. Et Madame Valérie, vous savez, la Côte d'Ivoire fait quand même pitié, hein, vous savez. La Côte d'Ivoire fait pitié parce que
on se rend compte que ce sont des manières de faire qui ne changent pas. Oui, ce sont des manières de faire qui ne changent pas. Donc, voici un pays dans lequel nous nous trouvons et les gens pensent que ils doivent intimider les autres, ils doivent obliger l'opposition à se plier. Le parti au pouvoir est vraiment convaincu que par les intimidations, eh bien, ils réussiront à faire telle opposition. C'est comme si eux-mêmes, ils ont oublié leur passé. C'est comme si le RDR a oublié d'où il vient, a oublié ce qui s'est passé et qu'ils font comme s'ils viennent vraiment de la Lune. Et donc, eux, ils peuvent en Côte d'Ivoire aujourd'hui se permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais personne d'autre n'a le droit de se le permettre. C'est vraiment dommage parce que ça montre qu'ils n'ont vraiment pas compris comment les choses fonctionnent dans notre pays, comment elles ont fonctionné depuis toujours. M. Alassane Ouattara était Premier ministre en Côte d'Ivoire quand le SPI d'alors de M. Laurent Gbagbo est sorti. Nous avons vu les effets que ça a causé pour le gouvernement Houphouët-Boigny. Nous avons vu que c'est une marche qui a donné toutes ses promesses. On a arrêté les leaders, on les a mis en prison, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Cela a créé justement pour le gouvernement un problème. Donc, quand les partis politiques commencent à manifester, il faut bien que les partis au pouvoir comprennent que par l'intimidation, on ne peut pas faire taire un peuple qui est fatigué. Vous savez, quand les gens sont dégoûtés, quel que soit ce que vous faites, quelles que soient les forces que vous utilisez, ça fait que les personnes là n'ont plus peur. On dit chez nous en Côte d'Ivoire, cabri mort n'a pas peur de couteau. Oui, quand quelqu'un pense que la situation est arrivée là où elle est arrivée et que dans tous les cas, je serai invectivé, je serai poursuivi en justice, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Donc, arrivé à ce niveau-là, les gens s'en fichent en fait, la population s'en fiche. Alors, donc, on a vu les députés PDCI qui sont allés au palais de justice là-bas pour, pour accompagner le dossier de leur président. Et on a vu comment les policiers de la République de Côte d'Ivoire, c'est vraiment dommage, ça fait honte. Vous voyez, ça fait honte, ça fait pitié, ça fait vraiment honte. Quand on voit que des gens qui se disent intellectuels, qui se disent des démocrates, se comportent de la sorte, ça fait vraiment honte. On a vu comment les gens se sont levés et ils sont allés s'arrêter là pour bloquer des députés qui ont décidé d'aller au palais de la justice. Mais au palais de la justice, tout le monde y va tous les jours. Tous les Ivoiriens ont droit d'aller au palais de la justice comme ils veulent. Demain, après-demain, ils sont libres d'y aller. Et donc, on ne comprend pas pourquoi on doit venir bloquer des personnes qui ont décidé d'accompagner leur président. Il n'était pas là-bas, c'est vrai, mais ses avocats y étaient. Et pour son cas, ces militants ont voulu écouter. Ils n'étaient même pas nombreux. Imaginez un instant qu'il y avait au moins des centaines et des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes. Vous pensez que c'est les 4 ou 5 policiers là qui allaient les arrêter? Et puis, est-ce qu'on allait tirer sur eux pour les empêcher d'y entrer? Ou bien alors, qu'est-ce qu'on allait faire? Lancer les lacrymogènes pour les étouffer et puis les faire reculer? Mais il faut que le gouvernement comprenne que les gens tiennent vraiment, ils tiennent vraiment à ce qu'ils revendiquent. Vous comprenez? Les enseignants veulent leur prime. Une histoire qui leur a été donnée par M. Laurent Gbagbo, depuis longtemps, depuis 2008 par là. Donc, M. Laurent Gbagbo leur a donné cette prime. M. Ouattara est venu, évidemment, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on nous a toujours dit que l'argent travaille. Et donc, en travaillant parfois, l'argent a disparu des comptes des gens. Parfois, les primes ont disparu. Et donc, quand les gens réclament leurs biens, il faut vraiment pouvoir le leur donner sans toutefois être obligé de battre les gens, de les intimider, de les arrêter, de les mettre en prison, de les faire passer pour le beau diable. Et ceux qui sont vendus, ça fait pitié pour eux parce que quand vous vendez la cause, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Parce que vous pensez que le gouvernement va vous aimer pendant longtemps. Le gouvernement ne vous aimera pas. Le gouvernement aime le gouvernement. Le gouvernement n'aime pas les enseignants. Le gouvernement s'en fout des enseignants. Donc, il est important que les enseignants comprennent que
ils doivent rester ensemble. Malheureusement, ils ne sont pas ensemble. C'est un dommage, c'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils ne sont pas ensemble. Alors, on a tous assisté à cela, on a vu cela, hein, ça s'est passé en Côte d'Ivoire et malheureusement, les enseignants ont été réprimés. Voilà. Au nom de la démocratie, hein, la démocratie, on a voulu exercer la démocratie, eh bien, ils ont été réprimés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Nous savons tous que ce n'est pas normal parce qu'ils ont le droit de manifester pour revendiquer. On n'a pas besoin, hein, de les arrêter, de les bastonner, hein, de les museler, de vouloir les empêcher de revendiquer leurs droits. Mais c'est ça aussi la nouvelle Côte d'Ivoire de M. Alassane Ouattara, où on fait tout son possible pour ne pas quitter le pouvoir, tout son possible pour empêcher que quelqu'un, voilà, se manifeste dans le pays. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que on aura beau faire, eh bien, on ne peut pas faire taire un peuple qui est en colère. Quand les gens en ont ras le bol, on ne peut pas les arrêter par les intimidations. Comme je viens de le dire, Sabrina, on n'a pas peur de couteau. Donc, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire venir les policiers. Les gens continueront de manifester parce que quand on n'a pas à manger, quand on ne peut pas nourrir ses enfants, quand on ne sait pas où donner de la tête, pourquoi est-ce qu'on doit avoir peur d'un gouvernement qui nous emmerde? On ne peut pas avoir peur d'un gouvernement qui nous fatigue. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, on a faim. Et quand on a faim, eh bien, comme on dit en Côte d'Ivoire, ventre vide n'a point d'oreille. Quand on a faim, on ne peut pas écouter ce que les gens pensent qu'ils ont à nous dire. Hein. On ne peut pas les écouter parce qu'on a des besoins, on a faim et ces besoins doivent être résolus. Alors, chers auditeurs, nous sommes encore très heureux de nous retrouver ce soir avec vous. J'espère que nos frères vont se joindre à nous. Alors, pour parler du PDCI-RDA, pour parler aussi des enseignants qui sont en grève. On a entendu Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, pardon, oui, de la fonction publique, Madame Anne Ouletto, qui a durci le ton et qui a dit que tous les enseignants, s'ils ne reprennent pas le travail, eh bien, ils seront radiés de la fonction publique. Voilà. Et puis voilà, c'est la seule solution pour l'instant qu'on a pu trouver pour le problème des enseignants. On a trouvé la solution d'après laquelle, eh bien, les enseignants seront corrigés, voilà, mis en prison ou radiés s'ils ne se rallient pas. Donc, une fois de plus encore, c'est de l'intimidation et on continue avec l'intimidation pour arriver à ses fins. La Côte d'Ivoire nous dit que c'est un pays démocratique. Voilà ce qu'on nous dit en Côte d'Ivoire. On espère que c'est la vérité, mais en tout cas pour l'instant, nous ne voyons pas la démocratie ivoirienne en marche dans notre pays et c'est vraiment dommage. Alors, je vous dis encore une fois de plus bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Soyez tous les bienvenus. Français n'est pas facile. Hein? On vous souhaite la bienvenue, mais quand il s'agit de vous, on dit soyez tous les bienvenus à cette émission. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver et de parler des situations chaudes de la Côte d'Ivoire. Allons voir qui est avec nous ce soir déjà, qui a pu se libérer pour être avec nous. Voilà. Je suis là, Sister Sarah, comme toujours. Comme toujours. Bonsoir, M. Adjoui. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, M. Adjoui. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Aka. Voilà. On est arrivé à vous. Très heureux de vous avoir ce soir. Voilà. Alors, on parle encore aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport de force entre la ministre de l'Éducation, pardon, de la fonction publique et les enseignants? Parce que là, maintenant, on menace de les radier s'ils ne se rallient pas. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure démarche pour résoudre cette crise? Je voudrais commencer avec M. Adjoui. Merci, Sister Sarah. Est-ce que c'est la meilleure des manières? Vous savez, chez nous, les enfants de Dieu, on dit on reconnaît l'arbre par ses fruits.
un manguier ne peut pas produire de papaye. Êtes-vous étonné que Anne voulait dire cela? Moi, je ne suis pas étonné parce que je n'espère rien d'un régime djihadiste. Un régime criminel, je n'espère rien de lui si ce n'est que la violence. Et donc, c'est tout ce qu'elle pouvait produire. Sinon, en circonstances normales, des gens qui manifestent, d'abord manifester est constitutionnel, mais voilà des gens qui se promènent avec la Constitution que eux-mêmes ils ne lisent pas et qu'ils ne connaissent pas. Ils disent qu'ils connaissent, mais ils ne reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas les droits des citoyens. Bon, ça c'est eux. D'ailleurs, ils sont des démocrates. Tout le monde est démocrate. Même les djihadistes qui emmènent le Sahel sont des démocrates. Donc, on les comprend. Non, normalement, il faut écouter les gens, parler avec eux, et puis vous entendez, et puis voilà, si vous n'avez pas de solution, vous leur dites, bon, maintenant on n'a pas de solution, mais à telle date, on aura. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament leur prime? Est-ce que ça c'est. On nous a parlé des négociations, des discussions qui sont en marche, mais il se trouve que les discussions dont on parle sont en marche et ça fait des mois et des mois. Depuis l'année dernière, on a utilisé cela pour calmer les manifestants et encore, on sort la même histoire pour dire aux enseignants qu'ils n'ont aucun droit légal. Alors, la ministre nous a dit que cette marche, cette manifestation est illégale. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce qu'elle pense qu'elle est illégale? Est-ce parce qu'ils sont en pleine négociation ou bien est-ce parce qu'ils trouvent que les enseignants ne doivent pas sortir tout simplement parce qu'ils interdisent les manifestations dans le pays? Qu'est-ce qui rend en fait cette manifestation-là illégale? Bon, l'article 20 de la Constitution est clair sur les manifestations. Donc, d'où elle sort son terme d'illégalité, il faut qu'elle démontre cela. Voilà. Sinon, nous, on ne se prononce pas à la Constitution, mais au moins, on connaît ce qu'elle dit, les lois. On connaît ce que les lois disent. Que à nous disent que voilà, tel article dit que tout ce que vous faites là, vos manifestations sont illégales. Il faut qu'elle les démontre. Il ne s'agit pas de le dire comme ça parce qu'on est gros, on a une grosse poitrine, on est carré caterpillar. Oh my goodness. Ben, voilà. Écoutez, voilà. Elle ne peut pas intimider quelqu'un avec ça. Bien sérieux. Ce qu'elle a dit là, ça n'a aucun sens. Et ça, on le lui dit. Ça ne répond à aucun article de la Constitution. Voilà, il faut qu'elle le démontre. D'accord. Est-ce que vous, je vais aller vers le passé avant qu'on aille trop loin, pour ne pas que les questions soient trop nombreuses pour passer à Aka. Bonsoir, passer Aka. Oui, bonsoir à vous. Voilà, soyez bénis. Voilà. Merci, on est revenu pour parler de la Côte d'Ivoire avec la marche réprimée des enseignants. Quelle est votre analyse sur cela? Ok, merci. Bon, il faut dire que c'est dommage que nous arrivons à ce genre d'événement. Mais tant bien même que la manifestation, la grève ou la marche est constitutionnelle, mais moi, personnellement, à ce point-là, je ne suis pas d'accord avec les enseignants. Et je m'explique. Oui, allez-y. Les enseignants réclament une prime. Ce n'est pas un salaire. La prime est un bonus. Par rapport peut-être au travail, au temps, et puis aux conditions dans ce qu'ils font et tout ça. Mais d'abord, quand on regarde même le niveau de l'éducation de notre pays, le niveau est très bas. Oui. Très, très, très bas. Négatif. Donc, ce qui veut dire que la plupart de ceux aujourd'hui qui sont rentrés dans l'enseignement ne sont pas partis par conviction ou par amour, mais sont allés peut-être par nécessité.
Nous, à notre temps, là, c'était pas comme ça. Donc, vous voulez dire que le niveau est bas parce que les enseignants n'enseignent pas bien. Donc, Parce que ils ne les méritent enseignants, pas de prix. oui, ils n'ont pas le niveau. C'est-à-dire, ils n'y mettent pas de sérieux. Or, donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est que la réclamation est un droit, mais le moment est très mal choisi. Très, très, très mal choisi. Parce que les examens approchent. Mais justement, c'est quand les examens approchent que la pression est bonne, parce que là, le gouvernement étant tenu par l'organisation des examens, on trouve que c'est là où il faut faire la pression. Moi, je suis enseignante, puisque c'est là même où c'est important de le faire. OK, mais pourquoi je dis que le moment est mal choisi? Le moment est mal choisi parce que quand les gens veulent gréver là, ils doivent savoir que le gouvernement qui est là, ils n'ont jamais changé leur façon de faire. Ce n'est pas un gouvernement de 1 an, de 2 ans ou bien de 3 ans. Ils sont dans la 15e année. Et le gouvernement n'a jamais eu une position d'apaisement. C'est toujours la réprimande. La répression. La répression. C'est toujours la violence, la correction. Parce que c'est comme si on dirait les gens sont leur brebis, leur propriété, c'est le travail forcé. Vu ces faits, c'est pour ça que je dis que le moment est mal choisi. Parce que quand à votre avis, à quel moment est-ce qu'il devrait manifester? Devait-il attendre que les enfants soient en vacances pendant que personne ne s'occupe d'eux, que personne n'a besoin d'eux pour se manifester? Non, ils doivent attendre 2 jours de l'examen. 2 jours de l'examen. Non, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est ce que je veux dire. Ils doivent même attendre. Là, c'est encore plus grave. D'accord. C'est ça. Parce que ils doivent même attendre. Et puis, ils doivent même arriver à un point où il faut qu'ils aient un consensus. Il faut qu'ils aient, il faut que ça soit généralisé. Parce que quand vous faites un petit groupe, ils vont l'arrêter 1, 2, ils mettent en prison. Vous ne réagissez pas, vous n'allez pas les aider. Et c'est toujours les mêmes procédés. Bon. Et puis que le président Ouattara est venu en Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre, c'est lui qui a commencé à mettre les gens en prison, autant de Gabou, les masses, tout ça. Donc, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Il ne veut pas que vous marchiez. Pour lui, c'est du désordre. Donc, quand vous voulez marcher là, préparez-vous. Quand vous voulez gréver là, préparez-vous. C'est pour ça que quand la ministre dit que c'est illégal, ben, c'est parce que les conditions ne sont pas remplies pour amener le gouvernement à plier, à reculer. Vous voulez dire que c'est parce que la grève n'est pas assez intense qu'elle a le temps de parler, quoi. Oui, la grève n'est pas intense, puisqu'elle n'est pas généralisée. Elle est faite par une minorité de personnes. Donc, ce n'est pas... là, ça devient une rébellion, ça ne devient plus une grève. Parce que quand on parle de grève, surtout quand il s'agit de la fonction publique, parce que la prime, ce n'est pas seulement les enseignants, ne serait-ce qu'une seule journée sans travail, ça paralyse l'économie d'un pays. Bien sûr. Donc, on ne se lève pas n'importe comment pour gréver. Et puis de deux, bon, c'est vrai qu'il y a un problème d'éjection, mais aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Ça, c'est pas le problème c'est pas le problème des enseignants si les caisses sont vides. Oui, mais nous voyons un peu. C'est pour ça que je dis, la situation que les enseignants traversent n'est pas une situation particulière. C'est une situation généralisée dans tout le pays, dans tous les pays. Vous auriez aimé donc que toute la Côte d'Ivoire s'y mette, si je comprends bien.
Oui, que tout le monde, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs. Parce que quand on parle de l'économie d'un pays, c'est le capital humain, c'est les gens qui travaillent, c'est les gens qui produisent. L'État fait quoi? L'État ne fait que gérer ce que les hommes produisent. Donc, si l'État gère mal, il faut qu'on leur montre que vraiment vous gérez mal notre argent. Vous investissez mal notre argent. Donc, par conséquent, il faut les amener à comprendre qu'ils doivent changer leur façon de gérer. Voilà pourquoi on ne fait pas les grèves n'importe comment. Parce qu'une grève, c'est pour obtenir quelque chose dans l'immédiat. C'est-à-dire on fait une grève par rapport à un gouvernement pour que le gouvernement recule, pour que le gouvernement comprenne que sans les travailleurs, sans les fonctionnaires, le gouvernement ne peut pas fonctionner. Quand on dit budget, là, c'est parce que les gens ont travaillé dans les champs, les gens ont travaillé, les gens ont gardé leur argent en banque, c'est parce que les gens ont produit. Donc, l'argent du gouvernement, là, ça quitte pas aussi pour tomber, c'est pas le travail des gens. Alors, si vous ne pouvez pas prendre soin de la gestion qu'on vous a confiée et que vous faites des promesses sans tenir, comme M. Aguirre l'a dit, à un certain moment, on met pas la tour, on dit non, c'est vrai, vous avez raison, mais vraiment, l'instant, la situation c'est un peu difficile. Comme nous sommes en train de négocier, nous sommes en train de discuter, on vous demande pardon, calmez-vous. Mais moi, je n'ai jamais eu ce genre de discours vis-à-vis du gouvernement. Hein. C'est toujours les sanctions, la preuve année, on envoie les accablés, mais vous allez arrêter les autres. C'est pour ça que je dis que c'est mal organisé, parce que dans une situation comme ça, ils n'ont qu'à arrêter tous les enseignants du Côte d'Ivoire. Mais justement, le problème, ça c'est qu'ils ont quand même réussi justement à les diviser, puisque la première grève avait été très forte et elle avait porté, et là c'était presque tout le monde, mais cette fois-ci, vous avez deux groupes pratiquement qui ne font pas partie de cette grève. Et ça fragilise les autres enseignants, qui eux ont certainement cru que les autres allaient les accompagner, mais qui aujourd'hui se retrouvent esselés parce que les autres ont décidé de continuer les négociations. Pendant que eux sont en train de demander, de réclamer, les autres ont décidé que ce n'est pas le temps de faire la grève et il faut négocier avec le gouvernement. Oui, mais ils ont une plateforme généralisée. Ils n'ont qu'à se parler entre eux. Tant qu'il n'y a pas de consensus, c'est pareil dans le domaine politique. Tant qu'il n'y a pas de coalition, il n'y a pas une entente globalisée, un seul parti politique ne peut pas revendiquer. Si vous revendiquez, c'est 0, c'est 1 million à venir. Donc, tant que vous ne parvenez pas à une unité globale, à une réclamation d'ensemble, ben, autant ne pas réclamer. Il ne faut pas se fatiguer parce que vous savez que le gouvernement ne va pas reculer. Le gouvernement ne recule que quand c'est la masse. Le gouvernement ne recule que quand c'est généralisé. Là, il se dit, ah, cette fois-ci, là, on doit faire des sacrifices. Mais le gouvernement ne fera aucun sacrifice si c'est 600 personnes, s'il y a 20 personnes, il se dit, ben, on peut gérer les 80 jours. D'accord. Le gouvernement pense que, c'est un peu ce qui se dit, le gouvernement pense que c'est l'opposition qui est derrière cette grève. Est-ce que vous pensez que l'opposition a quelque chose à voir avec cette grève? Ou bien c'est réellement le problème des enseignants? Non, c'est réellement le problème des enseignants, mais nous sommes dans une phase électorale. C'est la politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pouvoir contre opposition. Donc, tout ce qui se dit, tout ce qui bouge, tout ce qui se dit, ben, quand il y a l'opportunité, on a saisi ça. Non, les enseignants, les élèves que les enseignants, c'est pas seulement les élèves de l'opposition, c'est les élèves à moins que les enfants de RHDP, ils sont tous en Europe. Voilà. Mais c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est pas une affaire de... Qu'est-ce que l'opposition a gagné à dire aux enseignants de grève? Non. C'est pareil. Vous voyez, c'est pareil. Quand l'opposition veut, par exemple, réclamer bien, veut faire une marche, au lieu que ce soit toute l'opposition, par exemple, le cas du PDCI, c'est vrai que ça concerne le PDCI, mais un truc comme ça, là. EPACIO, FPIO, MG, Quoro, COGECO, tout le monde. Parce qu'un procès là, vous tous êtes passés par là, vous tous, tout le monde. Vous sanctionnez un, vous nous sanctionnez nous tous. Vous arrêtez un, oui, on n'a pas compris
On n'a pas compris pourquoi l'opposition en tant que groupe n'est pas sortie. D'ailleurs, le PDCI, on saute automatiquement sur, vous parlez de l'unité, donc on va revenir au cas on va faire back and forth. Alors, vous sautez sur le cas de l'opposition, justement, le PDCI est convoqué en justice. Tout le monde sait que c'est une manipulation pour déstabiliser le PDCI. Et malheureusement, l'opposition n'est pas allée accompagner son partenaire, enfin, leur partenaire. Et on ne comprend pas justement cette attitude de l'opposition. Oui, mais justement, ça, c'est un mal que nous avons en Afrique. C'est un mal, parce que quand vous dites que vous êtes dans l'opposition, ça veut dire que vous avez le même combat. Donc, parce que quand un est concerné, c'est que vous êtes tous concernés. C'est ça que l'opposition. Oui, s'il vous plaît, je voudrais que Sister Sarah fasse une précision. Quand vous dites l'opposition n'est pas partie supporter le PDCI à la justice, de quelle opposition vous parlez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais me présenter après. Alors, est-ce que vous parlez de la coalition des 14 autour du PDCI ou bien vous parlez de l'opposition en général vers le PPACI, tous ceux qui ne sont pas... On parle de tous les opposants, d'ailleurs, le PPACI a plus de problèmes même que les autres parce que leur candidat n'est pas sur la liste. Donc, si on convoque un candidat au palais de justice, l'opposition, en tant qu'opposition, qu'elle soit PPACI, GPS ou bien la CAP, nous pensons que tout le monde devait être sur ce palais, lancer un appel pour faire reculer le pouvoir. On a laissé le PDCI aller seul. On a vu les députés PDCI balancer à gauche, à droite. Monsieur Dougan, vous pensez que s'il y avait tous les députés de l'opposition ce jour-là au palais de justice, que le pouvoir n'allait pas reculer? Est-ce que ça n'allait pas donner un message fort? C'est de ça que nous parlons en fait. Voilà. Vous mélangez les pédales. Ce n'est pas l'opposition qui est convoquée à la justice, au tribunal. C'est une affaire PDCO-PDCI, interne au PDCI. C'est une militante du PDCI qui porte plainte contre le PDCI. L'opposition n'a rien à voir dedans. La coalition n'a rien à voir dedans. C'est une affaire interne au PDCI. C'est ce qui fait que vous n'avez Non, ne faites pas... on va laisser passer à Aka finir. Voilà. Allez-y, passer à Aka. Alors, nous dit que c'est une affaire interne du PDCI. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que c'est une affaire interne au PDCI, mais quand nous regardons un peu le processus, les méthodes de notre justice, nous voyons que c'est toujours les responsables des autres partis politiques, de la gauche, sont traqués pour des affaires, même si, ça veut dire pour des sujets même qui peuvent se régler à l'interne, dès l'instant où on saisit la justice, bon, la justice profite de ça, et puis on a vu ça avec le FPI, on voit ça avec le PPACI, aujourd'hui c'est le PDCI. Donc, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est créé. Oui. Donc, c'est pour cela que moi je dis, pour que cela s'arrête là, il faut que, même si ça concerne un parti, c'est un problème d'un parti interne, il faut que les gens se mettent ensemble pour dire ça là, nous on va régler ça au sein de notre parti. On va régler ça entre nous. La justice n'a même pas besoin de s'en mêler. Parce qu'il n'y a pas de crime là, il n'y a pas de violence là. Et c'est une seule personne. Ce n'est pas 20, 30, 40 personnes d'un parti politique qui s'est constitué en assemblée, en groupe pour poser une plainte ou pour réclamer quelque chose. C'est un seul individu, une seule femme. Bon, même s'il y a des traits derrière, machin et tout, mais c'est elle que l'on voit. Vous voyez? Donc, je pense qu'à un certain moment,
l'opposition, pourquoi je parle de l'opposition doit pouvoir se mettre ensemble, même si ça ne les concerne pas, c'est pour dire que, écoutez, il y a des affaires, nous là, on va arrêter ça entre nous. Il y a des affaires, la justice, elle est là pour le pays, elle est là pour la nation. La justice est là pour tout le monde. Donc, tout ce qui concerne les problèmes internes d'un parti politique, ne vous amenez pas. Parce que là, ce n'est pas une atteinte à la souveraineté de l'État. Ce n'est pas une atteinte à la vie publique. Donc, qu'est-ce que le procureur a à voir? D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Alors, oui, on va aller, on va aller vers M. Kwasi Dougan qui s'est très impatienté. Bonsoir, M. Dougan. Et maman, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons deux segments. Nous parlons de la grève en même temps que nous parlons aussi du congrès du PDCI. Je crois que Pasteur Aka n'a pas encore pu répondre sur le congrès. Je peux dire en une minute. Oui, allez, même en 2 minutes avant que M. Dougan n'intervienne. OK. Pour le congrès, bon, c'est vrai que les tests du PDCI prévoient l'absence du président. C'est vrai qu'on donne comme exemple le président Bédié s'était déjà absenté une fois. Mais vraiment, maman, soyons réalistes. Le président Thiam vient d'être élu. C'est la première fois, après son élection, qu'il va participer à la réunion du bureau politique du nouveau bien, je sais pas, du PDCI. C'est la première fois. Donc, bon, si vraiment l'absence est vraiment inconditionnelle de sa volonté, ça peut se comprendre, mais ce serait, avec tout ce qui se passe, la présence aurait vraiment été salutaire. Parce que c'est la première après son élection. Mais le fait d'être absent, bon, même si c'est justifié, ça démontre là, quelque part, une faiblesse ou une démission de sa part. À moins qu'on dise qu'il est malade, il est hospitalisé. Tout ce qui peut empêcher une personne, peut-être, quand il est malade, il est hospitalisé, il n'a pas là, c'est pour. Parce que on ne peut pas fixer cette date. Le calendrier aujourd'hui dans le monde des affaires, c'est connu au moins 1 an, 6 mois d'avance. Tout ce qui se passe dans le monde comme conférence, ce n'est pas nouveau. On ne se fait pas comme ça pour organiser une conférence mondiale ou bien un programme mondial. Non. C'est des choses qui sont déjà programmées. Donc, lui étant dans le milieu, il sait que le 5 avril, c'est la réunion du bureau politique, qui est toujours sous la présidence du président du parti. Connaissant aussi le calendrier mondial de certaines activités, il devait en tenir compte. Donc, pour moi, bon, même si ça peut se justifier par des articles, mais ça présente très mal, surtout que c'est le premier congrès qui participe après son élection. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur politique déjà dès le départ pour M. Thiam? C'est une mauvaise appréciation. Pas forcément une erreur, mais c'est une mauvaise appréciation. Une mauvaise appréciation, criée par son absence. C'est vrai, il a soutenu, mais pour des militants avertis, bon, c'est pour la première fois. Moi, pour moi, comme c'est la toute première fois après son élection, je pense qu'il devait être là en tant que grand commandant. D'accord. Alors, M. Dougan. Bonsoir, ben écoutez. Oui, bonsoir. Bonsoir, mes frères. Voilà. Je riche. Ce soir et des enseignants. Une grève et qui sont menacés d'être radiés de la fonction publique s'ils ne se ravissent pas et qu'ils n'abandonnent pas cette grève. Ils n'ont qu'à les radier. C'est ça. C'est simple, oui. Ils n'ont qu'à les radier.
Ils sont combien? 100 000. Les enseignants en Côte d'Ivoire sont 140 000. 140 000. Ils n'ont pas les radier. C'est tout. Ils n'ont pas les radier. Alors, tout de suite, j'écoutais Pasteur Nda qui disait que ce n'est pas le moment. Non, pas Pasteur Nda, Pasteur Aka. J'ai été syndicaliste, j'ai été délégué du personnel. Les travailleurs, eux, ont le droit de gréver. La grève est un droit. Laissez-moi préciser que Pasteur Aka faisait plutôt de l'ironie parce qu'il a dit que lui, il pense même qu'ils ont fait la grève plus tôt qu'il ne fallait. Pour lui, il devait attendre à un moment où ils sont vraiment importants pour le pays, par exemple, à la veille des examens, pour faire cette grève. Voilà ce qu'il voulait dire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la grève. Oui, ce qu'il dit, c'est vrai aussi. C'est-à-dire, on fait la grève au moment où on est désirable, quoi. Mais vous voyez, nous sommes en Côte d'Ivoire où on a une certaine culture de respect du peuple. Il n'y a que les étrangers aujourd'hui qui nous dirigent, qui n'ont plus de respect pour les Ivoiriens. Sinon, on peut gréver à tout moment. Les Ivoiriens n'ont pas voulu, nos frères enseignants et nos sœurs qui enseignent, n'ont pas voulu attendre ce moment des examens pour gréver, pour ne pas impacter non seulement le gouvernement, mais toute la population. C'est mettre toute la population à des difficultés. Donc, il faut leur tirer le chapeau. Il faut leur dire merci. Moi, je leur dis merci en tant que politicien qui connaît les choses. Je leur dis merci. Ils n'ont pas voulu perturber, comment ça s'appelle, les Ivoiriens, ajouter encore des difficultés aux Ivoiriens, aux innombrables difficultés auxquelles les Ivoiriens font face. Donc, il faut leur dire merci. Maintenant, si le gouvernement trouve que ce qu'ils ont fait en agissant ici n'est pas assez pour le respect du peuple qui veut les renvoyer, il n'a qu'à les renvoyer. Ils sont 150 000, il n'a qu'à les renvoyer tous. Pendant 10 ans, Draman Ouattara a maintenu une ministre de l'Éducation nationale qui ne sait même pas faire une phrase correcte. D'ailleurs, Pasteur Aka en a parlé tout à l'heure, il a dit qu'il n'a pas le niveau. Pasteur Aka a dit que les enseignants n'ont pas le niveau. Mais on n'a pas le niveau. Si notre ministre elle-même n'a pas le niveau, si ton enseignant n'a pas le niveau, et si ton chef qui te commande n'a pas le niveau, c'est pas toi qui vas faire effort d'avoir le niveau. Sinon, la Côte d'Ivoire a formé de cadres dans ce pays. Donc, ils n'ont pas le niveau. Moi, ils n'accusent pas les enseignants qui les recrutent. C'est celle qui n'a pas le niveau qui recrute des gens qui n'ont pas le niveau. C'est sa cousine qui est la directrice du CAFOB de Bassam. Kandia Kamikoso. C'est sa cousine qui est la directrice du CAFOB de Bassam, qui était l'ancienne femme de Tago, qu'aujourd'hui, Togo a repris comme sa troisième femme ou bien sa deuxième femme. C'est ça. C'est dans ça on est. Moi, je ne peux pas accuser un enseignant ivoirien de ne pas avoir le niveau. Il n'a pas le niveau. Comment il s'est retrouvé pour être enseignant? Pour enseigner dans un collège ou bien dans un lycée ou bien quoi. Comment il est arrivé là-bas? Hein? Donc, ça, c'est un petit problème. Si vraiment veut les renvoyer, dans lequel les renvoyer. Et puis, on va voir comment il va gérer la suite. C'est tout. C'est ça. D'accord. On nous parle aussi de manipulation de l'opposition, qui serait en sourdine dans ces manifestations. Est-ce que vous l'opposition n'a rien à voir dedans. Ce sont des grands... En principe,
C'est les enseignants de quel niveau? Lycée collège, je pense. Lycée collège, c'est-à-dire ils ont fait l'université. Ils ont au moins 2 ans. Cap CG fini, ça veut dire que tous ont la licence. C'est l'opposition qui va venir leur apprendre à revendiquer leurs droits. Des gens qui toute leur vie étaient dans les mouvements estudiantins. Ils étaient dans les mouvements estudiantins. C'est l'opposition qui va venir leur apprendre comment revendiquer pour leur propre survie. C'est l'opposition qui va venir leur apprendre comment faire une grève. Non. C'est facile d'accuser toujours l'opposition, comme si ces grands garçons étaient des irresponsables, comme si ces grandes dames étaient des irresponsables. Depuis quand ils enseignent, ces gens-là? Ils ont eu la licence, ils sont partis faire 2 ans au CAFOP, ou bien ils ont fait 2 ans à l'INS pour être professeur. Ces gens-là, vous-même, maman Sarah, vous connaissez le circuit. Ces gens-là, c'est l'opposition qui va leur dire revendiquer vos droits. Mais ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas ce dont ils ont droit, ce dont ils ont droit, ce dont ils ont besoin, ce dont on leur a promis. C'est l'opposition? Non, laissez l'opposition en paix. L'opposition a toujours des problèmes présentement. Tout ça, c'est pour distraire les gens, pour montrer aux gens que ce sont des gens irresponsables. C'est pour montrer aux gens que oui, on ne fait rien en Côte d'Ivoire si ce n'est pas les opposants qui amènent le gouvernement. C'est l'opposant qui a mis Kandia Camara, qui ne sait même pas faire une phrase correcte pendant 10 ans à la tête de l'école ivoirienne. C'est l'opposition qui l'a mis là-bas. Ce sont des... Tu vois, en Côte d'Ivoire, le mal des Ivoiriens, c'est que les Ivoiriens n'ont pas le temps, ils ne réfléchissent. Malgré toute leur intelligence, ce sont des gens qui sont très superficiels, très légers, qui tirent des conclusions superficielles et qui se font passer pour des intellectuels. C'est ça le mal des Ivoiriens. Hein? Les Ivoiriens sont des gens qui ne réfléchissent pas en profondeur. Ils tirent des conclusions superficielles. Regardez même la chaîne de télévision NCA. Regardez comment les gens réagissent là-dessus. On dirait des gens qui ne sont même pas professeurs à l'université. On dirait même pas des gens qui ont fait des grandes études, qui ont eu des grands diplômes. Ce sont des raisonnements superficiels. Et l'Ivoirien, comme il ne veut pas réfléchir en profondeur, il prend ça et puis il s'en va divulguer ça dans les rues de Bromancoté, d'Adjamé, d'Abobo. C'est tout. Il faut que les Ivoiriens aillent dans les profondeurs de la réflexion. Merci, maman. Un peu de M. Tidjane Tiamé. Il n'est pas là pour son premier bureau politique. Ce qui aurait été son premier bureau politique, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une erreur politique? Est-ce que ça ne change rien à la situation de M. Thiam? Ce sont ceux qui disent que ça ne change rien. J'ai regardé c'est ce que j'ai dit. Les Ivoiriens ne font pas de réflexion profonde. On a tout juste dit, pour effacer ça de la mémoire des stupides. Le 16e congrès, Bédié n'était pas là. Bédié était où? Mais on ne nous dit pas où était Bédié à ce 16e congrès où il était absent. Donc si M. Thiam est absent aujourd'hui, ce n'est pas grave. Non, soyez un peu sérieux. Je l'ai dit, M. Thiam, il fait trop de bêtises. Et pour un politicien, je ne conseille pas. Je ne le conseille pas. Depuis décembre 2023, tu devais être président, tu as été président. Depuis cette date-là, M. Thiam devrait renoncer à sa nationalité française. Bien même avant, bien même quand il a eu l'intention de le faire, avant d'aller au Congrès,
avant d'aller au Congrès pour le porter comme président, il devait déjà déposer sa lettre de renonciation. Et ce qu'on constate tout le temps que M. Thiam voyageait avec le passeport français. On dit qu'il allait s'inscrire en 2022. Ça veut dire que 2022, il voulait participer à la vie politique ivoirienne. Donc, il était conscient des enjeux et il était conscient de ses ambitions. Pourquoi depuis 2022 n'a-t-il pas demandé la renonciation de sa nationalité française si ça ne lui apportait rien? Pourquoi il n'a pas demandé ça depuis 2022, avant même d'aller au congrès du PDC en décembre 2023? Et il allait s'inscrire avec quel passeport? Avec le passeport ivoirien. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas la double nationalité. On ne peut pas avoir la double nationalité. Tu vois, c'est ça. Ça fait beaucoup d'erreurs. Ça fait beaucoup d'erreurs. Et pour un homme qui veut, comment ça s'appelle, avoir cette carrure, diriger le pays, il y a des petites erreurs. C'est-à-dire, il ne faut pas prêter le flanc à des débats inutiles, à l'adversaire. Ça, c'est des débats inutiles qui ne devraient même pas se mettre dedans. C'est ça. Maintenant, on dit oui, il était, et Bédier n'était pas là, donc c'est pas grave. Alors, je vois sur télévision maintenant, aujourd'hui, 7 avril, il devrait être à une conférence internationale où il était le guest speaker entre 15h30 et 16h30. Mais entre nous, comme Pascal Akal l'a si bien dit, il ne fait pas, comment ça s'appelle, dans le domaine international, les conférences internationales sont prévues au moins 1 an d'avance pour que les invités se préparent minimum 6 mois. C'est lui-même qui a donné la du 4-5. C'est lui qui a donné ça. Sachant très bien que le 7, il ne devrait pas être là. C'est-à-dire qu'il finissait le 5, et puis le dimanche 6, il prend l'avion et s'en va pour aller faire, comment s'appelle, sa conférence. Malheureusement, il n'a pas été là, mais ce n'est pas ça le cas. On ne nous dit pas ça. On dit qu'il était pour des problèmes, pour des situations, je vais dire graves, pas graves, mais peut-être grandes, il était obligé de rester à Paris, en France. Bon, on va pas parler de ça tout de suite. On attend confirmation de ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc, vraiment, c'est des comportements qui ne me rassurent pas. Moi, quelqu'un qui est dans la politique depuis là de 12 ans, ça ne me rassure pas. Il ne me rassure pas. D'accord. Alors, gardez votre point. Il y a Jacques qui veut faire un point. Et on va voir ce que Jacques a à nous dire, parce qu'il a certainement des points d'explication. Bonsoir. Allô? Oui, Jacques, bonsoir. Bonsoir, sister. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, bonsoir, sister. Voilà. J'ai écouté. Je profite d'abord pour dire bonsoir à tous ceux qui sont en ligne et puis surtout les fidèles auditeurs. Une mention spéciale à M. Kwasi Dugan, M. Laurent Agueyi, pasteur Aka, et à vous-même, voilà, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et votre amour. Le patriotisme pour ce pays-là doit être un jour récompensé. Alors, par rapport donc au débat du jour, hein, je comprends les inquiétudes des uns des autres, puis les arguments soulevés par le pasteur Aka, et puis que M. Kwasi Dugan vient donc d'appuyer. Mais là où je ne suis pas tellement un peu d'accord avec le point de M. Kwasi Dugan, quand il parle toujours de la rénonciation donc, de la nationalité française de M. Tigam Thiam, cela se serait passé en retard. Je ne suis pas tellement d'accord avec lui, hein, dans la mesure où, dans la vie, surtout pour des gens comme lui, tout se fait par calcul. Vous allez me dire qu'en matière de politique, on veut s'engager pour son pays. Parfois, il faut éviter les calculs, mais non. Dans la situation dans laquelle nous sommes, hein, c'est une situation qui est très, très, très abracadabrante, une situation très confuse. Il y a beaucoup de réalités que nous ne maîtrisons pas. Un, la Constitution avait été claire que quand vous voulez être candidat,
Et c'est ce qui avait été dit. Si vous avez 50 nationalités, avant le dépôt de votre candidature, vous devez certainement vous séparer de votre nationalité pour avoir une seule nationalité. C'est ce qui a été dit. Et c'est ce que nous tous nous savons. Est-ce que M. Tidiane Thiam s'est débarrassé de son allégeance à la France avant le dépôt de sa candidature? Mais oui, il le fait pratiquement 3 ou 4, 5 mois, je crois 4 mois ou bien 3 mois avant le dépôt de sa candidature. Donc, en ce moment, qu'il ait fait avant, maintenant, ça ne change pas la donne. Puisque pour ceux qui sont au pouvoir, ils parlent de la TUT 48. De la suite 48, que ce monsieur avait déjà eu une autre nationalité. Donc, il est déposé il y a 5 ans, qu'il ait renoncé il y a 10 ans, ça ne change pas la donne. Donc, à ce moment-là, je pense que le débat ne doit plus être tourné à ce niveau. Hein. Ensuite, on a parlé donc de la conférence. D'abord, on va parler du bureau politique et son absence. Bon, vous savez que ce bureau politique, il y avait d'abord le oui, non, oui, non. Au départ, c'était pour le 5. Avec les décisions de justice, on avait ramené au 3 ou au 4. Après, on parlait du 4. Après, on a ramené au 5. Il avait d'autres rendez-vous. Je ne cherche pas du tout à justifier. Il était en France en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui seul qui sait. Mais à ce bureau politique, l'information peut-être que vous n'avez pas, ou bien peut-être que vous l'avez eue, c'est qu'ils ont découvert une ou deux personnes qui étaient déjà armées à ce bureau politique. Je ne dis pas que c'était... Armé? Oui, armées, oui. Quand on les fouillait, comprenez. Alors, je ne dis pas si c'était pour Pierre ou c'était Paul, je ne sais pas. Mais souffrez que M. Thiam avait dit sur France 24 que sa vie était menacée. C'était menacé. Par qui? Par qui? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plausible? Oui, au vu de ce que nous voyons et ce que nous entendons, et ce qui s'est passé au président Bédier, c'est toujours possible. Donc, dans ce genre de choses, en plus, tout est une question de stratégie. À un moment donné, devrait-il venir, devrait-il pas venir? Avec tout ce qui se passait, devait-il venir pour créer encore la confusion? Peut-être oui, peut-être non. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour ne rien vous cacher, je n'ai pas toutes les informations. Mais l'avantage du PDCI-RDA, c'est que c'est un parti ancien qui a ses statuts et règlements intérieurs qui sont clairs. J'en conviens avec le pasteur Aka et puis M. Dougan que c'était donc le tout premier bureau politique. Mais il faut reconnaître que ce bureau politique était important, n'était pas aussi important que cela. C'est M. Billon et Mme Valérie Yapo et ENCO qui avaient exigé ce bureau politique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, chaque fois qu'ils demandent le doigt, on leur donne le doigt, ils prennent la main. On leur donne la main, c'est le bras qu'ils veulent. Ils demandent le bureau politique, on convoque le bureau politique. Il dit, ah non, 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 monsieur Thiam n'est pas légitime. Il n'est pas ivoirien, il n'a pas la nationalité ivoirienne. Ah oui, oui, je serai présent. Après, ils disparaissent. Ils ne sont pas du tout présents. Donc, tout ça, ça nous ramène à une situation qui était assez confuse. Et il avait des rendez-vous. Ces rendez-vous, il n'a pas pu. Certaines personnes disent qu'il ne sera pas physiquement là-bas, que ça sera une vidéoconférence. Et vous l'avez si bien dit, ces réunions sont préparées déjà des mois ou bien peut-être des années d'avance. Si à la dernière minute, selon des informations, il n'est pas parti ou bien ne partira pas, il y a vraiment un cas de force majeure. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Je sais que dans les réseaux du Front du RDR devenu RHCP, ils disent que le passeport, je ne sais pas si c'est diplomatique, bien de service de M. Thiam, lui aurait été arraché par le gouvernement ivoirien. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, M. Thiam, qui se trouve dans une situation qui a toujours besoin de protection et puis de rapidité, aller faire certainement le rang avec tout le monde pour des voyages, si c'est le cas vraiment. Il y a des dispositions qu'il faut prendre, puisqu'on parle maintenant d'attenter à sa vie. Donc, je me dis, et c'est ce que j'ai dit à beaucoup d'Ivoiriens, le plus souvent, nous sommes très vite, on intervient plus vite que le vent. Attendons, nous sommes en politique. Et des hommes comme lui, aussi prudents qu'il est, je pense que tout ce qu'il fait, il y a des raisons, il y a des causes. Donc, attendons d'abord pour voir un peu. On va se donner encore quelques jours ou bien quelques heures pour avoir beaucoup plus d'informations. Et puis, bon, peut-être on pourra certainement approfondir la réflexion. Sinon,
Chacun donne son point de vue, c'est tout à fait normal. Les inquiétudes des uns et des autres, je comprends. Et puis bon, voilà un peu le petit point que je voulais certainement faire. Si vous avez une autre question, je peux répondre. Jacques, puisque vous connaissez assez mieux le PDCI que moi, et certainement que M. Douban, et puis M. Adili, est-ce que la plainte de Valérie est légitime? Je pose toujours cette question parce que je veux comprendre quel est le rapport entre l'intervention de la justice ivoirienne et les textes du PDCI. Alors, j'ai entendu des gens dire que puisque Valérie dit que M. Tidiane Thiam était français quand il est devenu président du PDCI. J'ai entendu des gens dire que les textes du PDCI, que je n'ai pas encore eu le temps de lire, disent qu'il faut être ivoirien et non pas exclusivement ivoirien. Si c'est le cas, est-ce que M. Tidiane Thiam a ouvert une porte, comme disait M. Douban, une autre erreur qui va lui créer de grands problèmes avant l'ouverture de la campagne? Est-ce que c'est légitime? En politique ivoirienne, comme on le dit le plus souvent, quand on n'aime pas son chien, on l'accuse de rage. Quel que soit ce que vous allez faire, les gens trouveront toujours quelque chose de mauvais. Si ce sera un parti politique, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle d'un congrès, ce sont les cadres, la crème d'un parti politique qui se réunit. Ils sont pratiquement, ils étaient combien? 5 000 ou 6 000? Ils se réunissent et ils prennent des décisions. Et ces décisions, on les prend en fonction des statuts et règlements intérieurs. Et les résolutions d'un congrès sont irrévocables. Il faut seulement un autre congrès pour changer la résolution du congrès. C'est comme un peu la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. On va au congrès. Valérie Yapo était là-bas. Jean-Luc Billon était à ce congrès. Les décisions ont été prises devant eux à l'unanimité. Personne n'a dit non, si ce sera. Alors, on sort maintenant, c'est après que les gens commencent à développer des arguments. Ont-ils le droit d'aller en justice? Vous savez, dans une justice, tout le monde peut toucher la justice. Mais quand on a des impératifs politiques, avant qu'on aime, avant d'aller en justice, on utilise d'abord les mécanismes qui sont à l'intérieur de ce parti politique d'abord. Ces mécanismes ont été utilisés? Mais non. En réalité, il y avait une volonté d'humilier, et une volonté donc de faire mal, que de chercher à avoir donc réparation. Sinon, Madame Valérie Yapo dit, ah oh oui, ah bon d'accord, moi je traduis le PDCI en justice parce qu'il y a un bureau politique, je dois participer là, et on me dit de ne pas participer à ce bureau politique alors que j'ai beaucoup à dire. Le président prend la décision en même temps pour dire, bon, tout ce que vous avez comme problème, on vous vide tout cela, vous venez au bureau politique. Vous arrivez là, la justice pour dire, non, 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 et puisque maintenant on m'a donné une raison, un gain de cause, le président même pour moi, je ne le reconnais pas, et toutes les décisions qu'il prend sont avenues. Et je demande sa destitution pour pouvoir mettre en place une autre personne. C'est ça la politique qu'on veut faire. Imaginez-vous, c'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte des bêtises qu'on fait. C'est pourquoi en Afrique, permettez-moi l'expression, c'est pourquoi nous avons toujours un problème. Et ça sera difficile pour que l'Afrique s'en sorte. Parce que quand on prend des décisions aujourd'hui, on ne pense pas à demain. C'est-à-dire quoi, si ce sera? Ce qui est plus grave. C'est-à-dire dans n'importe quelle association aujourd'hui, dans quel parti politique, si ce sera aujourd'hui au RDR, ou bien disons au PPACI, si ce sera touche la justice pour dire que Laurent Gbagbo, je n'aime pas sa tête, il n'a qu'à partir. Et la justice est sortie et peut tenter de faire partie de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire une seule personne sur des centaines de milliers d'adhérents ou bien des millions de sympathisants ou bien de militants. Une seule personne se lève. Ça va, vous allez me dire que c'est la justice. Mais d'accord, si la justice ivoirienne était vraiment indépendante, je n'allais pas avoir de problème. Mais quand on sait que le parti au pouvoir utilise le plus souvent la justice pour créer des problèmes aux partis politiques, le PDC l'a fait, tous les partis politiques l'ont fait. On se retrouve dans une situation très grave. Une seule personne peut se lever aujourd'hui pour contester les décisions d'un bureau politique devant la justice, un bureau politique que vous avez participé. Est-ce qu'on se rend compte de ce que nous sommes en train de faire? Voilà un peu
où j'ai des inquiétudes. A-t-elle le droit? Mais tout le monde a le droit d'aller devant une cour de justice. Mais quand vous savez que les actions que vous êtes en train de poser, ça peut mettre à mal le fonctionnement du parti que vous aimez, ça va permettre à l'adversaire d'abattre ou bien de détruire ce parti, on réfléchit avant d'aller faire. Si on ne le fait pas, soit par cupidité politique, soit parce qu'on est intéressé, soit parce qu'on veut détruire, ou bien soit parce qu'on a été acheté. C'est ce qui est pratiquement le cas. On vient de monsieur que vous connaissez très bien, hein, Jean-Yves, grand défenseur du PDCI-RDA, membre du conseil aujourd'hui, tout ça. Alors, il vient d'écrire aujourd'hui une lettre donc, de démission. Alors auparavant, nous avons eu des informations que ce monsieur a été approché. Il a été approché à deux, afin qu'il vive au RHTP avec des sommes d'argent. L'autre a refusé. Selon des informations, je ne veux pas tellement gâter son nom puisque c'est aussi un ami. Hein, bon, voilà. Selon des informations, lui. Vous avez beaucoup d'amis bizarres, hein, Jacques? Mais non, mais vous savez, quand vous êtes dans la communication, il y a beaucoup de personnes que vous êtes obligé de pas fréquenter, mais il y a beaucoup de personnes qui vous fréquentent. Ce n'est pas forcément parce que vous les fréquentez. Vous comprenez si c'est ça. Mais les gens vous fréquentent parce que vous êtes un peu, disons, le mot populaire est un peu trop fort, mais au moins vous êtes connu. Disons, vous êtes connu. Je crois que c'est encore plus approprié. Voilà. Donc, parfois, si des gens vous appellent, vous êtes obligé de temps en temps d'échanger. Sinon, croyez-moi, si je suis beaucoup privé. Il n'y a pas plus donc de 10 personnes avec qui donc, je change régulièrement. Peut-être une fois en passant. Voilà. Mais il n'y a pas plus de 10 personnes. Voilà, pour une question donc, de prudence. Donc, je me dis que ce que nous sommes en train de faire à la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas sérieux. On n'a plus réellement donc d'intellectuels en tant que tel. On a beaucoup d'intéressés. Et quand on peut laisser les billets de vente, les billets de banque détruire, cher ami, tout ce qu'on a comme les grandes valeurs, comme valeur, mais le pays est en train donc d'aller à volo. Le pays est en train donc de chuter. Parce que lui-même, dans son fort intérieur, avec lui, il a été clair. Celui qui peut sauver donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce n'est pas Alassane Ouattara, mais c'est seulement une autre personne. Parmi ces personnes, il figure Tidjam Thiam. Si lui aujourd'hui décide maintenant d'aller vers Alassane Dramane Ouattara tout en sachant que ce monsieur ne peut pas aider la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi si c'est ça? Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes en train de nous placer. Nous sommes en train de mettre le pays parfois par cupidité ou bien par, j'allais dire, voilà, enfin, voilà, si ce sera. Merci. Oui, Jacques, merci. On nous parle de manipulation. Est-ce que vous pensez que, parce que M. Pasteur Aka et moi avions évoqué le fait que l'opposition aurait dû aller soutenir le PDCI, M. Dougan dit que c'est une affaire interne. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition aurait dû se manifester juste, ne serait-ce que par solidarité? PDCI. Non, là, de ce côté, je suis d'accord avec Pasteur, chose à M. Dougan. Parce que dès l'instant que l'affaire, c'est une militante du PDCI qui a déposé plainte, ça se passe, c'est une affaire. Mais on sait que derrière, il y a d'autres personnes. Et puisque c'est elle qui est la militante qui est au devant, ça devient une affaire PDCI. Vous comprenez? On peut apporter le soutien au PDCI-RDA, mais de façon un peu éloignée. D'ailleurs, Mme Simone Gbagbo, quand elle a senti qu'il y avait la main donc, du pouvoir, elle a émis quand même quelques réserves. Voilà, c'est ce que ces partis politiques peuvent faire. Et en plus, ils ne sont pas en alliance en tant que tels. Hein. Ce sont un groupement de partis politiques qui se sont associés pour faire en sorte pour que le processus électoral soit beaucoup plus démocratique, pour qu'on puisse réformer le système. Ce n'est pas parce qu'ils sont associés pour aller à une élection, pas pour le moment. Vous comprenez? Hein? Donc, ça aurait été vraiment une grave erreur pour qu'ils viennent s'immiscer dans une affaire pour le moment PDCI. Donc, de ce côté, je suis d'accord avec M. Dougan. D'accord. Merci, Jacques. Alors, M. Adjei, vous voulez ajouter quelque chose? Une question à Jacques, peut-être? Oui, bonsoir, commandant. Oui, bonsoir, monsieur. J'avais appris quelque chose, mais on vous présentait des condoléances. C'est parce que vous avez perdu quelqu'un? Ma génitrice, la maman. Mais je ne savais pas. Mais quand c'est comme ça, monsieur, cher ami, bon, de toute façon, on en parlera hors antenne. Alors, je vous écoute, allez-y. Parce que
Valérie Yapoula, elle n'est pas manipulée par le RHDP pour créer des troubles au sein du PDCI. Mais ça, la question n'a même pas. C'est tellement évident. Vous comprenez? D'abord, elle avait une haine contre monsieur Thiam parce qu'elle était déléguée du PDCI dans sa région. Elle a perdu ce poste. Vous comprenez? Ok. Voilà. Depuis lors, il y a donc voilà, une haine. Et en plus, elle a apporté son soutien à un moment donné à Gikawa et a apporté son soutien à Jean-Louis Billon. Et selon les informations, on ne va pas tellement rentrer donc dans des détails, puisque moi-même à tort, j'ai aussi été accusé d'avoir pris aussi de l'argent à gauche, à droite. Donc, je ne vais pas tellement rentrer dans ces détails. Voilà, mais quand vous voyez les attitudes des uns et des autres. Hein, Ça, on a des amis bizarres, mais c'est comme ça, Jacques. d'accord, ok. D'accord, voilà. Voilà, donc ce qui est sûr, l'argent circule. L'argent circule. Et avec ceux que j'ai discuté là, ceux que j'ai discuté, j'ai été même approché indirectement, vous comprenez, hein? Mais l'argent circule. L'argent circule. Et surtout, nous sommes dans une situation où les gens ont beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais citer donc des noms. Il y a beaucoup de gens actuellement au PDCI, déjà, il y a beaucoup de m'as-tu vu. Des gens ont besoin d'argent pour entretenir leur train de vie. Et pour ne rien vous cacher, Tidiam Thiam n'a pas cet argent pour distribuer à gauche, à droite. Vous comprenez? Il n'a pas cet argent pour distribuer à gauche, à droite. Non seulement c'est un homme rigoureux, c'est un banquier, et en plus, il n'a pas ces milliards à gaspiller. Il a déjà des milliards qu'il utilise déjà pour s'occuper du PDCI-RDA, ce qui est vraiment lourd. Les dépenses mensuelles du PDCI-RDA, si c'est ça, non, it's unbelievable. Autant de bédiers, hein, c'est donc des dizaines et des dizaines de millions qu'ils dépensaient chaque mois. Vous comprenez? Quand il y a des funérailles, ce sont les 5 millions, les 10 millions qui tombaient. Vous comprenez? Des événements, les Valérie Yapo, selon les informations, elle a même escroqué le président Bédi au moins 3 reprises où les 20 millions, les 15 millions sont tombés. Pour des événements qu'il devait organiser dans sa région, une fois qu'elle a eu l'argent, il a disparu. Vous comprenez? Donc, tout ce monde-là, il se retrouve là, qui était habitué à la facilité. Ils arrivent autour des Thiam qui ont plus cet argent. Vous comprenez? Et vivre aujourd'hui à Abidjan, vous savez si c'est ça, ce n'est pas facile. Moi-même, je pose la question comment les gens font pour s'en sortir à Abidjan. Alors, imaginez-vous des gens des Matuvu qui ont un train de vie, qui avaient besoin, qui avaient au moins leur petit gombo et que le Thiam arrive, ce gombo-là ne circule plus. Mais automatiquement, il devient l'ennemi de beaucoup de personnes. Quand vous prenez Jean-Louis Billon, il est devenu l'ennemi de Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon 100%. On en a déjà parlé le pourquoi. Dans la mesure où pour Jean-Louis Billon, c'était lui qui devait être le Thiam. Mais Thiam est venu certainement prendre sa place alors que c'est que je fais, il peut paraître depuis pratiquement 20 ans. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve. Quand on dit que M. Thiam n'organise pas un bureau politique ou bien un congrès, imaginez-vous d'abord ce bureau politique ils ont organisé, combien de problèmes les gens ont eu. À un congrès, si ce sera, c'est toutes les instances qui sont renouvelées. Imaginez que Valérie Yapo seulement qu'on a chassé de son poste. Regardez les petits problèmes que le PDCI a. Alors, si Thiam aujourd'hui organise un congrès, ça veut dire que tout ce qui est comme poste, là, il faut les changer. Imaginez-vous qu'il change 5, 6, 7, 10 ou 20 personnes. Il a encore 20 ennemis avant des élections présidentielles. Vous pensez qu'un politicien qui ne boit rien, n'aboie pas de l'eau dans ses narines, va s'amuser à organiser un congrès avant des élections présidentielles? Mais non, it's not gonna do it. Donc voilà un peu des petites choses qui se passent, mais ce que je peux dire aux uns et aux autres, restons focalisés. Hein. La contradiction majeure est là. Moi, quand les gens commencent à trouver des pics ici à gauche, à droite, j'ai dit, mais donc vous voulez quoi? Qui vous voulez là? Vous voulez qu'on parte encore avec Alassane Ouattara? D'accord, let's go, si c'est ce que vous voulez. Vous voulez qu'on ramène Laurent Gbagbo avec l'âge? C'est ce que vous voulez? Let's go. Si vous voulez que ça soit Soro Guillaume qu'on parte le chercher, let's go, allons-y le chercher. Mais si nous voulons que ça soit peut-être Thiam, malgré les erreurs qu'il y a à gauche, à droite, je parie que la présidence de Thiam permettra à beaucoup de jeunes intellectuels de se faire voir. Je le dis le plus souvent, il y a un intellectuel dans la diaspora que j'aimerais toujours voir au pays. Docteur Éric Edy. Des gens comme Docteur Éric Edy auront leur place dans la politique ivoirienne. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il faut. Mais aujourd'hui,
Imaginez-vous, nous, notre Côte d'Ivoire, là, quand vous êtes dans un pays, vous êtes toujours pressé d'aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, avant de partir, vous êtes obligé de réfléchir. Qu'est-ce qui va m'arriver là-bas si il y a 2 autres personnes à l'aéroport? Vous-même, votre propre pays. C'est ce qu'on veut, là. Mais pour moi, la contradiction majeure, c'est quoi? Trouver quelqu'un qui va permettre certainement donc d'installer un peu une démocratie. Et le reste, tous les changements sont possibles. Mais les petites choses, Dieu même qui arrive ici, là, il aura des gens qui vont trouver des erreurs, des défauts sur lui. Vous comprenez? Voilà, on trouvera des défauts. Donc, focalisons-nous sur ce qui est important. Posons-nous la question. Est-ce qu'on veut encore un régime Ouattara là, tout en sachant que Ouattara... 5 années de RHDP. 5 années donc de Ça, c'est RDR. Quand vous dites RDR, Non. encore c'est bon, de RDR. Et que le RDR, il est capable maintenant lui-même de mettre son... Parce que la seule personne à qui Ouattara a confiance dans ce pays-là, c'est son frère. Ouattara est élu. C'est lui qui va choisir donc le vice-président. Si ça va choisir Blaise Compaoré, c'est lui qui sera le président parce qu'il a aussi ivoirien. Hein. Il a le droit aussi pour être président. Alors, Bien sûr, c'est ce qu'on mais je veut. n'ai même pas où aller. C'est ce qu'on veut, les gars. Alors, pour moi, focalisons sur la contradiction majeure ici. Le départ de Ouattara et trouvons les moyens pour mettre peut-être un Sister Sarah qui va faire un nettoyage. Avec ce nettoyage-là, il aura à manger, à boire pour tout le monde. Voilà comment moi je vois un peu les choses, Sister Sarah. Oui, merci. Ouais, Alors, c'est tout. Je suis d'accord. quelqu'un d'autre a-t-il une question pour Jacques? Non, Douga. Non. Monsieur Duma? Oui, on est C'est d'accord. certainement la dernière question parce que avec Non, moi, ce n'est pas cette une belle question. articulation de Jacques, Ce n'est pas une question. Je suis d'accord avec le plaidoyer du commandant Jacques. Mais vous voyez, quand on fait la politique, il faut de la consistance dans ce que vous faites. Il ne faut pas prêter facilement le flanc à comment ça s'appelle, à des supputations. Parce que c'est par là que l'ennemi passe. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, en principe, dès l'instant où le 7 mars, il y a un papier qui est sorti pour dire que M. Thiam n'est plus français, ce débat devait s'arrêter. Ce que le commandant Jacques a dit, puisque dans la Constitution, il n'y a pas un délai d'être exclusivement ivoirien. Il n'y a pas une période d'être exclusivement ivoirien. Donc, en principe, même si on peut lui reprocher de ne pas avoir vite renoncé à cette nationalité pour ne pas avoir prêté, comment ça s'appelle, le flanc à ces supputations, mais aujourd'hui, le débat devait être fini. Mais pourquoi ce débat continue? Le débat continue parce que le pouvoir en place doit se servir de ça pour pouvoir tabler sur, comment ça s'appelle, une éventualité de, comment ça s'appelle, de l'inéligibilité de M. Thiam. Voici où ils veulent arriver. C'est ça qui nous fait mal. Oui, c'est ça qui nous fait mal. Maintenant, comment ça s'appelle, lui-même, il a très bien exprimé ce qui se passe. Mais ce que nous devons retenir, comme vous le dites, on est d'accord, dès les premiers, l'an passé, lorsque Tida Thiam a été porté au pouvoir, j'ai exprimé mes raisons pourquoi je voulais que lui, il soit président. Mais vous voyez, comme je le dis, il faut arrêter de prêter ou bien il le fait de flanc, ou bien M. Thiam le fait sciemment pour porter, comment s'appelle, l'attention sur lui-même tout le temps par des faux débats, parce que ça peut se passer aussi. On peut se faire, comment s'appelle, porter l'attention sur soi par des faux débats, mais ce n'est pas bon, parce que ça n'enrichit pas le débat même au sein même du PDCI. C'est ça que nous, on déplore. Donc,
Aujourd'hui, ils ont réclamé, comme vous venez de le dire, ils ont réclamé et ils ne sont pas partis. Le PDA fait quoi? Le PDCI fait quoi maintenant? C'est Billon et puis Valérie qui ont réclamé ça. Maintenant, ils veulent maintenant un congrès. Mais on ne peut pas. C'est la preuve que c'est de la manipulation. Exactement. Maintenant, là, on fait quoi? Mais écoutez, M. Dugan, le PDCI, Jacques, vous allez peut-être répondre à M. Dugan, mais moi, je pense que le PDCI devrait continuer sa vie politique. Allez-y, Jacques, on met ces gens-là. Ça nous ennuie en même temps. Ça ennuie les Ivoiriens. Depuis 3 mois, ça fait 3 mois que cette histoire dure. Depuis février. Les intentions des uns et des autres. Le PDCI ne peut contrôler ce que le PDCI peut contrôler. Là, maintenant, c'est pourquoi le PDCI a précipité rapidement la convention. La convention pour déjà la semaine prochaine. Vous n'entendez pas bien. Allô, vous m'entendez? Allô? Voilà. Et c'est pourquoi le PDCI a anticipé tout ça et a convoqué donc la convention dans 10 jours. Dans 9 jours maintenant. Après la convention, c'est que le PDCI a son candidat. Tout ça est fini. C'est parce que le PDCI n'a pas encore choisi son candidat qu'on peut tourner à gauche, à droite, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais tout est une question de temps. Et il ne faut pas prêter donc le flanc au RHD qui a plus de 1000 tours dans son sac. Plus de 1000 tours. Vous n'entendez pas bien, Jacques. Allô, vous m'entendez là? Maintenant, on vous entend mieux. Allô, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez là? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend mieux, Jacques. On vous entend mieux maintenant. Voilà, faisons très attention au RHDP. Hein? Et M. Ouattara, ils ont plus de 1000 trous dans les sacs. Le reste, RHDP